Bonjour, comme je le dis souvent, tu n'as pas créé ta boîte pour ça. Alors, qu'est-ce qui me permet de te dire ça? Ce qui me permet de te dire ça, c'est que moi, ça fait de nombreuses années que je suis de l'autre côté du bureau, à côté de toi. J'ai été dirigeante, enfin, je suis dirigeante depuis près de 25 ans. Et du coup, je sais un petit peu, en tout cas, sur mon expérience à moi, comment ça s'est passé pour moi. Et du coup, je sais que parfois, on monte pas sa boîte pour le résultat qu'on en a. Quand les gens se mettent à leur compte, qu'est-ce qu'ils cherchent au départ? Au départ, très souvent, on se met à son compte parce qu'on est bon dans ce que l'on fait. Notre activité nous plaît, on est à l'aise, on est bon, on est performant et on a cette envie de se dire pourquoi je ne le ferais pas pour moi? Moi, gagner mon propre argent, moi, pour ma liberté de m'organiser, d'être libre de mes choix, d'avoir cette envie de réussir aussi une réalisation personnelle, quelque chose de très ancré en soi, d'être autonome et de se sentir libre. C'est souvent pour ça qu'on se met à son compte au départ. Mais du coup, à quel moment ça commence à déraper? Comment est-ce qu'on passe du rêve de départ à cette sensation de subir son entreprise? Ça vient de façon insidieuse. On ne le voit pas toujours. Au début, on est plein d'énergie, on est à fond, on a le pied sur l'accélérateur, on y va, on a les dents même qui rayent parfois le parquet en se disant, ouais, les autres, ils disent que ça ne marchera pas, moi, je vais leur montrer que ça va marcher. Et puis, par moments, les choses s'accumulent, les retards, les tensions, les demandes des clients, des fournisseurs, des collaborateurs quand on a des salariés de la banque, de l'État, du comptable, tout ça se met en place et on nous sollicite de tout le temps, et du coup, on est toujours à gérer l'urgence, à passer à ce que j'appelle le mode pompier, à être là, à éteindre les feux et ne plus avoir le temps de sortir la tête du guidon, de prendre un petit peu de hauteur et d'analyser un petit peu plus les choses de façon sereine. Et là, ça devient vraiment très compliqué de se remotiver, de se recentrer, de retrouver cette énergie qu'on avait au départ. On est vraiment à un moment donné de bascule où là vraiment on fait le pompier et du coup on subit, on n'a plus la sensation de diriger. Pour autant, c'est ce qu'on voulait au départ, diriger une entreprise. Alors, quels sont les premiers signes qui me font dire qu'un dirigeant est en train de perdre la main sur son entreprise? Eh bien, c'est cette sensation, en fin de journée, souvent de se dire, ah, j'ai rien eu le temps de faire aujourd'hui. Alors, c'est pas vrai, hein. Vous avez fait 20 000 trucs à la seconde en réalité. Mais on a cette sensation de rien avoir fait parce que on subit tellement, on est toujours en train d'éteindre des feux que du coup, on a la sensation donc, tout ce qui était tout ce qu'on s'était dit qu'on allait faire, tu vois, la petite to-do list là, un peu chiante, on ne l'a pas réalisé. Et du coup, on est dans cette énergie de se dire, mais merde, ma journée a passé une vitesse dingue et j'ai rien eu le temps de faire. En réalité, c'est que tu n'as pas fait ce qui était important. Important pour toi, ce qui était urgent. Tu n'as fait que répondre aux sollicitations et aux demandes des autres. Et du coup, le temps te file entre les doigts et tu passes pas. Donc, la gestion du temps de des choses urgentes et importantes, hein, si tu connais la matrice des Eisenhower, ces choses-là, c'était priorité en réalité. Donc, dans la gestion du temps, on parle aussi de tout ça. Mais ça, c'est vraiment essentiel. Enfin, ça m'est arrivé des milliards de fois où je cours comme une dingue toute la journée, j'arrive, je suis crevée, je suis vidée, et je dis, mais j'ai rien eu le temps de faire. Hmm. Est-ce que j'ai vraiment rien fait de ma journée? Je t'assure que non. J'accompagne beaucoup de dirigeants. Qu'est-ce que tu trouves chez presque tous? Chez presque tous, de la lassitude, beaucoup de lassitude. On est fatigué, on est épuisé, démoralisé parfois. C'est pas forcément une sensation parce que je trouve que c'est relativement vrai. On n'est pas forcément compris. On, on nous met cette casquette de chef d'entreprise, celui qui va profiter, celui qui va gagner de l'argent, celui qui ne travaille pas, qui fait travailler les autres. Et puis, on n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est nous qui l'avons décidé d'être à notre compte. Donc, voilà. Moi, j'ai souvent ce sentiment-là que on n'est pas compris, en tout cas, dans nos enjeux et dans nos problèmes. On est vraiment, ouais, un petit peu
Ah, c'est pas que j'ai envie de faire ma Calimero, mais on a ce côté un petit peu où on nous montre un peu du doigt à dire, ah, mais tu l'as bien voulu, tu l'as bien cherché, donc maintenant tu assumes et tu te débrouilles. Et du coup, on n'ose pas demander de l'aide. Et cela, c'est le deuxième point, c'est la solitude. Très souvent, le chef d'entreprise est seul parce que ben, il doit, socialement parlant, on lui a appris que le chef d'entreprise doit tout savoir faire, doit tout maîtriser, ne doit jamais se plaindre, montrer qu'il est fort, etc. Et donc, du coup, quand on n'est pas bien, on n'ose pas demander parce qu'on a l'impression, en tout cas, qu'on se montre faible et que c'est quelque chose de néfaste. Alors que finalement, quand tu veux progresser, c'est difficile de progresser déjà plus haut que quand tu es déjà au top niveau dans un domaine. Il est plus facile de faire monter en compétence à un niveau où tu es bas. Mais très souvent, pour réussir à le faire monter au même niveau que l'autre, eh ben, on a besoin d'aide. Et donc, du coup, le fait déjà de dire, ah, j'ai besoin de quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide, c'est déjà énorme en fait. Donc voilà, et c'est la troisième chose, c'est le manque de recul. On est tellement la tête dans le guidon, on est tellement dans le brouillard, on est tellement dans l'action que moi, quand je rencontre des dirigeants et que je leur dis, bah voilà, on va se voir au début 4 heures par mois, puis 2, ah non, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de prendre ce temps-là pour moi. Et je leur dis toujours que prendre du temps, c'est pas en perdre. Là, en réalité, ce qu'on fait pendant ce temps-là, c'est toutes des choses que tu ne fais pas. Et en plus, tu vas le faire avec l'aide d'un regard extérieur, qui va pas être là pour te juger, mais qui va être là pour t'apprendre, pour te transmettre en tout cas l'expérience d'autres personnes, ce que j'ai déjà mis en place chez d'autres chefs d'entreprise et qui fonctionne pour eux, donc peut-être à tester chez toi, voir si ça marche aussi pour toi. Donc ça, c'est vraiment des choses que je retrouve dans quasiment 100% de mes clients. Pourquoi travailler davantage ne règle généralement pas le problème? Alors celle-là, elle est bien forte. Euh, Il y a plein de choses à dire. Et dans mon esprit, là, ça fait ça pop dans tous les sens. Pourquoi ça ne règle pas davantage de travailler, ça règle pas le problème de travailler davantage? Parce que déjà, quand tu travailles davantage, tu entends le mot davantage, c'est encore plus, ça demande encore plus d'énergie, ça te demande encore plus de temps. Et en fait, dans ces moments-là, ben, tu vas délaisser ta famille, tu vas délaisser tes amis, tu vas te délaisser toi-même, en fait. Et tu vas accumuler encore des choses supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. J'ai des souvenirs de clients au démarrage qui me disent mais Caro, il faut que je trouve plus de clients, j'ai du mal à m'en sortir. Et en fait, le problème, il n'était pas là du tout. Il était dans la rentabilité, il était dans la construction d'offres, il était dans de la structuration d'entreprise, dans de la délégation, il était dans beaucoup de choses, mais il n'était pas dans aller chercher plus de clients. C'est un petit peu le problème qu'il y a entre regarder son CA et regarder son bénéfice, en fait. On peut pas, il faut pas tirer de conclusion hâtive. Il faut pas aller au plus simple quand tu es dirigeant. Il faut vraiment essayer d'ouvrir un petit peu le regard et d'essayer de voir plus large. Donc, c'est pas forcément du volume en plus qu'il faut, parce que si tu as besoin de faire plus de volume, bah, il te faudra plus de temps, peut-être qu'il te faudra une équipe, tout ça, ça a des coûts, ça va générer des dysfonctionnements peut-être de production, de délivrabilité de tes services. Donc tout ça, c'est pas des choses aussi simples finalement. Et il faut pas hésiter à demander l'avis de personnes extérieures, d'aller s'inspirer un petit peu, de faire de la veille sur les réseaux sociaux, d'aller voir un peu ce que font les confrères, pas pour les copier, parce que ça aussi, c'est une phrase que je dis. Il y a beaucoup de phrases que je dis beaucoup, en fait. C'est pas parce que la solution, eux, ils l'ont trouvée pour eux. Il y a autant d'entreprises et de dirigeants qu'il y a d'individus sur Terre. Si je te disais, vas-y, fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est la méthode d'Elon Musk, ça va marcher, ça a marché pour lui. Bah, il y a fort à parier que ça ne marchera pas pour toi parce que ça va aller à l'encontre de certaines de tes valeurs, parce que tu n'as pas les mêmes connaissances, parce que tu n'as pas le même réseau que lui peut avoir autour de lui, tu n'as pas non plus les mêmes objectifs, donc forcément, ça n'a aucun sens. Donc, si j'avais une baguette magique, mais ça serait tellement facile de vous la partager, de vous la donner, j'en serais mais ravie. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, qu'est-ce qui manque vraiment si le problème n'est pas le manque de travail? La plupart du temps, ce qui manque, c'est déjà de la clarté. La clarté des repères est le plus dur et ce que, pour moi, est le rôle numéro un du dirigeant, c'est de décider. Sauf que prendre une décision, c'est pas simple. Ça entraîne un renoncement, ça entraîne
des choix, ça entraîne des risques. Et tout ça, bah, par moment, là, c'est le cerveau reptilien qui parle, celui de la préhistoire, et qui, devant un danger, bah, il a trois modes de réaction. Soit il se fige, donc là, tu fais rien, tu attends, tu vas voir, on ne sait pas, on verra. Soit tu attaques, tu fonces dans l'art tête baissée, et on sait que ce n'est pas la meilleure solution. Soit il me manque le troisième, du coup, mais ça n'a pas d'importance, c'était surtout ces deux-là que je voulais voir. Le fait d'être figé, donc de ne pas passer à l'action. Et ça, c'est encore plus dangereux. Sais-tu combien te coûte une mauvaise décision? Sais-tu combien te coûte ton inaction? Parce que finalement, quelque chose de fait, même mal, même imperfectement, elle te rapportera toujours plus que quelque chose que tu n'as pas fait. Mais le but, eh bien, c'est de débloquer un petit peu, de vous aider des fois à mettre le pied à l'étrier pour passer à l'action, essayer, tester. Et puis souvent, on a peur de ce qu'on n'a jamais testé. Et le fait de se sentir épaulé, le fait de se sentir accompagné, ben naturellement, on y va parce qu'on est en sécurité, on sait que la personne est là, si on rencontre des difficultés, etc. Donc, du coup, automatiquement, on va passer à l'action plus facilement et on va tester et on va se rendre compte que, bah oui, la zone de confort, j'aime pas dire sortir de sa zone de confort, mais on peut l'agrandir en tout cas. Progressivement, on peut l'agrandir, on peut l'améliorer en essayant des choses nouvelles. C'est pas en restant les deux pieds dans les mêmes sabots que tu vas réussir à avancer. Donc là, il faut vraiment y aller. Euh, En question numéro 8, tu parles souvent de mode de pompier et de mode de pilote. C'est quoi la différence? Le mode pompier, je l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure. Le mode pompier, c'est vraiment celui qui fait que de la réaction. Problème, réaction résolue, terminé, on n'en parle plus. Mais si tu fais que ça et que tu ne cherches pas la cause de l'incendie et quels vont être le plan, les correctifs que tu vas mettre en place pour plus qu'il se réactive, tu peux être sûr qu'il va repartir. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose de très, très important. Le mode pilote, eh ben, c'est celui qui va être capable, le dirigeant qui va être capable de prendre du temps, de se poser et d'analyser. D'analyser quoi? Bah, ces chiffres, une situation. Et tout ça, il va le regarder de manière objective et factuelle. On n'y met pas du ressenti là-dedans quand on fait ça. C'est pas quand on est en colère qu'on fait ça. C'est une fois que le problème est passé, on pose les choses. Les chiffres, ben, il faut que tu apprennes à les lire. Il faut que tu apprennes à savoir quel chiffre tu dois regarder dans quelle intention. Qu'est-ce que tu cherches à savoir et quel chiffre va te donner la réponse. Pour moi, je le compare souvent les chiffres à des lumières. C'est des lumières qui éclairent ta route, qui te valident si tu es sur la bonne route ou qui clignotent un peu à l'orange bah, si c'est un petit peu risqué. Et puis, tu as les gros équitos stop et rouge qui s'allument quand tout va mal. Mais si tu n'as pas ces repères-là chiffrés, donc du factuel, les chiffres, ils ne te jugent pas. C'est toi qui peux te juger au travers d'eux. Le chiffre, il fait que raconter une histoire sans colère, sans jugement, sans excitation, sans rien. Il est juste là pour dire, bah voilà, dans les faits, ce qui se passe. Tu as fait tel chiffre d'affaires et tu n'as que ça de résultat. Donc, j'ai une petite marge. Donc, ça veut peut-être dire qu'il ne faut pas plus de clients, mais ça veut peut-être dire qu'il faut que je travaille ma marge différemment. Donc, voilà, c'est toutes des choses qu'il faut que tu prennes en main, que tu acceptes de regarder. Concrètement, qu'est-ce qu'un dirigeant peut faire quand il sent qu'il n'y voit plus clair? Alors là, la première des choses, c'est s'arrêter. Sandrine, alors je dis souvent, c'était ma première cliente, c'est pas vrai, c'était la deuxième. Sandrine, ma petite restauratrice, j'aime à le raconter. Je l'ai rencontrée, elle était au bout du gouffre, elle était pas bien, elle était limite burn-out et elle a difficulté à se rémunérer. Elle travaillait 100 heures par semaine pourtant et c'était difficile. La première chose que je lui ai demandé, quand elle m'a dit qu'elle voulait bosser avec moi, je lui ai dit, OK, moi je suis partante, mais avant ça, il va falloir que tu fasses une seule chose pour moi. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Je lui ai dit, tu prends 2 jours de vacances. Et là, elle me répond, mais j'ai pas d'argent, nana. Je lui dis, je m'en fiche, tu pars avec une toile de tente dans l'Arzac, c'est pas un problème, mais tu sors de ton resto, tu vas vivre, tu vas souffler, tu vas déconnecter, tu vas faire redescendre la tension. Et à partir de là, on pourra commencer à bosser ensemble et se relever les manches. Donc vraiment, quand on y voit plus clair, la première des choses, c'est s'arrêter. Dire, OK, de toute façon, même si tu cours, si tu pars dans tous les sens, ça ne sert à rien, tu n'avanceras pas mieux, tu avances en brouillard au pifomètre, donc ça ira pas. Donc, je me pose et je vais regarder les choses calmement. Et ça, c'est vraiment le premier déclic. Le deuxième déclic, bien entendu, que je vais vous inviter à faire, c'est d'en parler autour de vous. Essayer de trouver des pairs,
Allez dans des centres, des clubs de chefs d'entreprise, parlez de votre problème. La plupart de vos problèmes, quelqu'un l'a déjà vécu et a peut-être trouvé une solution qui peut, si ce n'est être la même, vous inspirer. Donc, on descend d'un cran, on met ce bouton pause et on sort. Première des choses. Question numéro 10, c'est justement pour ça que tu as créé le Cap et Bilan. Ouais, un Cap et Bilan, je l'ai créé, c'est donc pour ceux qui ne connaissent pas Cap et Bilan, c'est ma première offre. C'est un accompagnement sur un peu plus d'un mois, où en fait on prend un premier rendez-vous où on va faire vraiment le bilan factuel de votre entreprise. Pas un bilan comptable, hein. Il y a tout un tas d'éléments qui ne seront pas dans un bilan comptable, mais on va regarder ça ensemble de manière factuelle et posée. Et après, je vous fais tout un rendu en fait avec des plans d'action, des leviers, etc. Et je vous accompagne le mois suivant sur 2 rendez-vous relativement courts, hein, je ne vous le cache pas, mais pour savoir bah, si vous avez mis le plan d'action en place, comment ça se passe, etc. etc. Euh, je l'ai créé pour tous ces dirigeants qui sentent qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Je pose souvent cette question-là, c'est si tu continues comme ça, dans 6 mois, t'en es où? Comment ça se passe pour toi? Et si la personne me répond, bah, ça se passe bien, je dis, bah, écoute, parfait. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu ne gagnes pas plus? Et en fait, c'est pour ces gens-là que je l'ai créé. Pour vraiment que l'on se pose et qu'on réfléchisse et qu'on analyse à la situation réelle et concrète et comment rapidement, sous un mois, hein, on peut l'améliorer. Et en conclusion, si les personnes qui nous regardent ne devaient retenir qu'une seule chose de cet échange, ce serait quoi? Que vous avez la possibilité, vous êtes là pour décider en fait. Donc, décidez de ce que vous voulez, décidez de ce que vous ne voulez plus et surtout ne restez pas seul devant un problème. Votre problème, il a forcément une solution et si vous ne la trouvez pas, bah, il y a des gens autour de vous, éventuellement je suis là, pour vous aider à la trouver. Alors, si tout ça t'a inspiré, bah, écoute, tu as les coordonnées en bas, tu as mon lien LinkedIn aussi et mon adresse email. N'hésite pas à me faire un signe. À bientôt!